Dans l'actualité des idées aujourd'hui, soigner les femmes pour réparer le monde. Avec nous, le gynécologue et chirurgien Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, avec Nadia Mourad, qui a fait, elle, tout un travail de révélation des exactions commises sur les femmes yézidis. Prix Nobel de la paix pour ses efforts pour mettre fin à l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre. Il dirige aujourd'hui l'hôpital Panzi, qu'il a créé en 1999, spécialisé dans le soin des blessures causées par viol, et la fondation éponyme, fondée en 2008, qui travaille sur la réinsertion sociale, notamment des victimes de violences. À 66 ans, il publie chez Gallimard La force des femmes, un livre témoignage pour retracer le combat d'une vie qui a débuté chez lui, en République démocratique du Congo, pour redonner à sa lutte une dimension mondiale et pour rappeler qu'un prix Nobel ne suffit pas toujours à mettre fin aux violences contre les femmes. Bonjour à vous, Denis Mukwege. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Ce prix Nobel que vous avez reçu il y a 3 ans a mis en lumière, c'est indéniable, le sort des femmes victimes de viol et votre action aussi pour les défendre. Quelle prise de conscience, quelle mobilisation. Au-delà de tout ça, ce prix a-t-il permis? Et est-ce que cette mobilisation subsiste aujourd'hui ou est-ce que vous aviez envie de lui redonner un nouvel élan encore avec ce livre, en parlant toujours et encore? Merci madame. Je pense que la violence sexuelle, on doit toujours en parler puisque là je me réfère à Simone de Beauvoir qui avait dit n'oubliez jamais, il suffira d'une crise économique, politique, religieuse pour que tous les acquis des droits des femmes puissent reculer. Je crois qu'il faut constamment pouvoir se battre pour que les acquis soient conservés. Et le prix Nobel, effectivement, a mis la lumière sur cette question, un peu plus de lumière sur cette question, mais nous devons continuer à rappeler, nous devons continuer à arracher, puisqu'il y a encore beaucoup à faire par rapport à cette situation des femmes dans mon pays et de par le monde. Est-ce que, face à vous et à tous ceux qui mènent ce combat à vos côtés, beaucoup ont intérêt à ce que cette question retombe dans l'oubli, que le silence soit à nouveau fait sur cette question? Absolument. Lorsque on voit que nous subissons des attaques, des menaces en permanence, alors que tout ce que nous demandons, c'est que les femmes, leurs droits soient respectés, leurs droits à la justice, à la vérité, à des réparations et le droit à tout simplement garantir la non-répétition de ces actes, que nous soyons menacés. À cause de ça, ça montre très bien que ces discours dérangent certaines personnes. C'est un combat pour le droit et on en reparlera, un combat qui devrait passer, et vous appelez à cela, aussi par la justice aujourd'hui. Mais revenons-en d'abord à la naissance de ce combat. Est-ce que d'abord, ce prix Nobel de la paix, est-ce qu'il a aussi suscité des vocations chez vous, auprès de la jeune génération? Est-ce qu'il a vraiment contribué à sensibiliser, à changer les mentalités? Quand je vois autour de moi déjà, autour des personnes avec lesquelles je travaille à Panzi, je crois que ce prix Nobel a interpellé beaucoup de gens autour de moi, dans ma ville, par rapport à cette question. Et aujourd'hui, j'ai même l'impression que le fait d'avoir donné ce prix Nobel avec tout simplement un label pour lutter contre les violences faites aux femmes, c'est une interpellation et ça a un effet positif, absolument. Vous dites que votre engagement est parfois encore jugé suspect. Vous, l'homme engagé aux côtés des femmes, que vous devez encore vous justifier. Auprès de qui? Malheureusement, et je crois que dans les livres, et si je parle du féminisme, c'est puisque je crois que les combats pour l'égalité femmes-hommes, c'est pas un combat qui doit être fait seulement par les femmes. C'est un combat qui doit être fait par nous tous, les hommes et les femmes. Nous devons joindre nos forces pour pouvoir lutter contre ces fléaux, en fait, qui est le soubassement qui permet que les violences sexuelles puissent se poursuivre dans notre société. Et je ne crois pas du tout. Les femmes ont fait beaucoup. Pendant les 100 dernières années, ils ont travaillé beaucoup. Elles se sont battues, elles ont arraché des droits. Mais il faut encore plus. Il faut aller plus loin dans ces droits. Et je considère que, en fait, on ne peut y arriver que si on associe
les hommes au combat. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, vous vous battez pour cela comme homme, mais au départ, vous vous battiez contre ces violences comme médecin. Aujourd'hui, vous avez un peu ces deux casquettes-là, et c'est au nom aussi de votre profession, de votre vocation, que vous menez ces combats. Vous dites ne pas lutter contre une maladie, mais contre la discrimination, l'ignorance et l'indifférence des adversaires bien plus obstinés, hein, face à vous. Absolument. Lorsque les femmes arrivent en consultation, lorsque je les vois dans mon hôpital, je sens d'abord cette confiance qu'elles sentent lorsqu'elles sont dans mon cabinet de consultation. Elles me racontent ce qu'elles n'ont jamais dit à leur famille, à leurs amis. Et donc, c'est une traduction de confiance qui est quand même assez importante. Et lorsque je vois que ces femmes reviennent après avoir été soignées physiquement, psychologiquement, économiquement, elles sont fortes, qu'elles reviennent pour demander à ce qu'on les accompagne devant les cours et tribunaux, ça veut dire tout simplement que ces femmes se sentent en confiance et que notre travail ne peut pas se limiter à ce que nous faisons. Elles veulent qu'on aille loin. Elles veulent que leurs droits soient respectés, que les droits de leurs enfants soient respectés. Finalement, elles sont tout à fait, je les appelle des femmes fortes, puisque lorsqu'elles ont souffert du fait de n'avoir pas été protégées par la société, mais qu'elles se battent pour que cette société devienne juste, je trouve ça une grandeur exceptionnelle. Et la confiance qu'elles peuvent trouver en vous, dans vos équipes aussi, est essentielle pour libérer cette parole-là aussi, pour aider aussi au retour à la vie. Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes, c'est le surnom qui vous a été donné. Est-ce que le mot est juste? Est-ce que vous pensez que ce surnom met le mot juste sur votre engagement, réparer? En fait, ces mots, ça a été choisi par d'autres, mais je ne pense pas vraiment qu'il convient de dire l'homme qui répare les femmes. Parfois, personnellement, j'ai parfois l'impression qu'il y a un petit sens péjoratif que je n'aime pas beaucoup dans ces mots. Je soigne les femmes, je ne les répare pas. Dans ces soins que je donne, il y a une partie, il y a des organes qui sont détruits et que, à la limite, on peut réparer. Alors de quoi vous les soignez? On y vient, de ces violences faites aux femmes, hein. Vous parlez aujourd'hui d'ailleurs de survivantes plutôt que de victimes, hein. La force des femmes, c'est d'abord celle de votre mère, hein, qui a survécu à 8 accouchements. Les femmes accouchent chez elles en RDC et beaucoup meurent en couche encore aujourd'hui. Ça, c'est la première des violences qui est faite aux femmes, sur laquelle vous avez travaillé, que vous avez soigné, Denis Mukwege, hein. Absolument. Je crois que je m'étais engagé à faire la gynéco et l'obstétrique parce que j'avais constaté quelque chose de tout à fait anormal. Ici en France, j'ai passé 5 ans dans un service de gynéco-obstétrique. Je n'ai jamais vu une femme mourir en couche. Vous arrivez en République démocratique du Congo, mon premier choc, c'était chaque jour, il y avait une femme qu'on amenait, soit qu'elle a saigné et on ne peut plus la sauver, ou alors elle arrive dans un état où, malgré la réanimation, vous n'êtes pas capable de la sauver. Et ça, c'est traumatisant. Nous sommes environ à une femme sur 100 qui meurt en couche en République démocratique du Congo. Et je pense que ce n'est pas juste. C'est vraiment la première violence que les femmes subissent. Et celles qui survivent aux complications obstétricales, souvent, elles ont des lésions qu'on appelle des fistules vésico-vaginales ou recto-vaginales, qui sont des communications entre le vagin et le rectum, ou le vagin et la vessie. Ces femmes sont incontinentes, du coup elles sont exclues de la société, alors que la société ne les a pas protégées, puisqu'aujourd'hui cette maladie a existé en Europe, ici en France, il y a 100 ans. Aujourd'hui cette maladie n'existait plus en Europe, alors qu'elle continue à tuer, à rendre des femmes handicapées en Afrique, en Asie du Sud-Est. Donc je crois que ça c'est une violence. Et dans mon parcours, c'est là où j'avais commencé. Je m'étais dit c'est possible de lutter contre la mortalité maternelle en donnant aux femmes des traitements, une prise en charge obstétricale de qualité. Mais assez rapidement, je vais être confronté
à ces violences extrêmes, donc de viol avec atrocité extrême sur le corps des femmes. Et ça, c'était une autre étape. Oui, là, c'est quand le pays entre en guerre, hein. Et là, à ce moment-là, Denis Mukwege, vous allez devenir réellement un spécialiste dans le soin des blessures par viol que ces femmes vont connaître. Alors, le livre rassemble et rapporte des histoires qui dépassent réellement l'entendement. Et pourtant, c'est une réalité, hein, ces histoires atroces de violences commises sur les femmes. Pour comprendre, il faut peut-être juste encore en revenir par votre parcours. On l'a un tout petit peu évoqué. Que vous soyez devenu médecin, c'est quand même un prodige, dites-vous, hein. Vous êtes un enfant de Bukavu, né dans un Congo encore belge, avec un père pasteur. Il y a eu un épisode fondateur pour raconter comment votre vocation est née, et vous en faites le récit dans ce livre, La force des femmes, qui n'est pas qu'autobiographique, parce que vous parlez autant d'elle que de vous à travers cette histoire. Quel est cet épisode? En effet, j'avais 8 ans. J'étais admiratif de mon père, donc je le suivais à chaque fois quand je le pouvais. Un jour, il était appelé pour aller prier pour un enfant qui était malade. Je l'avais accompagné et mon père avait prié pour cet enfant qui était gravement malade. Il convulsait même. Et après avoir prié, mon père a dit au revoir. Et là, c'est vrai, je me dis, mais mon père, il est injuste. Il a prié, mais il n'a pas donné des médicaments. Quand je suis malade, il prie, mais il donne aussi des médicaments. Et je pose la question naïvement à mon père, pourquoi vous ne donnez pas de médicaments à cet enfant? Mon père me dit, je ne suis pas médecin. Et du coup, à 8 ans, je découvre qu'il y a des choses que mon père ne peut pas faire. Ça, c'est pour un enfant de 8 ans. Le père est capable de tout faire. Et j'ai dit à mon père, je serai médecin. Comme ça, moi, vous prierez et moi, je vais soigner les malades. Et je crois que c'est un contrat c'était un pacte qui ces jours-là, s'était fait entre moi et mon père. Et donc, j'ai poursuivi ce pacte. Voilà, et de ce pacte est née une vocation. C'est Ouais. passionnant de voir aussi comment votre parcours n'a cessé de rencontrer la grande histoire, celle de votre pays. On va écouter des mots, ceux d'un homme qui vous a, par son discours, marqué quand vous étiez enfant. On va écouter les mots de Patrice Lumumba. Nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre quai de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout court, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle qu'elle soit, et donner à chacun la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. La Belgique, qui comprenant en fait l'essence de l'histoire, n'a pas essayé de s'opposer à notre indépendance, est prête à nous accorder son aide et son amitié, et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Voilà, nous sommes le 30 juin 1960. Patrice Lumumba, alors Premier ministre, prononce ce discours, proclame l'indépendance du Congo. Un élan est donné à travers ce discours, un nouvel élan. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces mots? Vous avez 5 ans alors, hein, vous êtes né Oui. en 1955. À cette époque-là, j'avais vu seulement quand Patrice Lumumba était dans notre ville, la ville était en ébullition. Et bon, je ne comprenais pas grand-chose ce qui se passait. J'avais vu seulement que tout le monde disait Patrice Lumumba, allez l'accueillir, etc. Ben, je ne comprenais pas grand-chose de ce qui se passait. Je peux me rappeler que j'avais vu un homme avec une peau de léopard
comme un grand chef qui était accueilli, applaudi par tout le monde, sur les épaules de mon père. Ce discours, vous l'avez relu depuis? Beaucoup de fois. Et je crois que Patrice Lumumba, il avait une vision pour le Congo. Une grande vision pour son peuple également. Je crois que peut-être malheureusement, il n'a pas tenu compte de la géopolitique du moment, puisque après la proclamation de l'indépendance, assez rapidement, il a été assassiné. Finalement, il n'a pas vraiment eu le temps de mettre sa politique en marche. Et je crois que ça, c'est triste pour le Congo, parce que c'est comme si juste après l'indépendance, le Congo a commencé des guerres qui continuent jusqu'à aujourd'hui, et c'est une souffrance énorme pour le peuple congolais. vous avez ensuite fait, une fois que cette vocation est née, des allers-retours dans d'autres pays d'Afrique, des allers-retours aussi avec la France, où vous avez fait une partie de vos études avant de choisir de revenir au pays y exercer. On évoquait cette spécialisation d'abord en gynécologie, mais la guerre va survenir et va vous forcer à vous spécialiser, on le disait, dans le soin des blessures par viol. 96, c'est la première guerre du Congo. À ce moment-là, vous travaillez dans un hôpital. Est-ce que l'hôpital est un lieu neutre en temps de guerre, dans ce type de situation? Est-ce que vous avez réussi à en faire une bulle? Effectivement, ce que je pensais, quand la guerre commence au Congo, d'ailleurs, la première fois que je parle avec le staff, je préviens le staff qu'il y a des signes qui ne trompent pas, que nous pouvons nous trouver dans une situation de guerre, mais il faudrait que tout le monde reste à l'hôpital et que nous puissions nous occuper des malades qui étaient à l'hôpital. Pour moi, il était hors des questions de quitter l'hôpital, puisque j'avais ce sentiment que l'hôpital, c'est un lieu sûr où on pouvait finalement non seulement être protégé, mais également protéger des vies, les malades ou éventuellement des blessés de guerre. Mais en fait, j'avais complètement tort de penser comme ça, puisque la guerre a commencé effectivement dans mon hôpital. Vous allez alors partir au Kenya avec votre famille. Et je le disais, votre vie va être faite d'aller-retour, c'est-à-dire qu'après, vous allez très rapidement formuler le souhait et le mettre en pratique de revenir pour tout recommencer à zéro. Et c'est là que vous allez ouvrir votre hôpital de Penzi à Bukavu. Les guerres vont se succéder et les violences aussi. Vous parliez du viol comme arme de guerre. C'est aussi ce combat que ce prix Nobel de la paix en 2018 est venu souligner, récompenser d'une certaine manière. Quand avez-vous compris, réalisé, quelle a été la première victime, vous direz après survivante, que vous avez rencontrée, que le viol était une pratique qui était en train de se systématiser? En effet, quand je soigne la première victime dans mon hôpital, je ne pouvais pas imaginer que je vais faire ce travail pendant 20 ans, puisque cette femme, elle était violée, mais avec une extrême violence. Elle avait des blessures indescriptibles, et je pensais tout simplement que ça doit être un malade mental, quelqu'un de fou qui a pu faire cette agression sur cette femme. Et donc, on la soigne, on la prend en charge. Et puis, malheureusement, c'était le 1er septembre, je me rappelle parfaitement la date, le 1er septembre. Mais à la fin de l'année de 1999, j'avais déjà soigné 45 femmes et qui avaient la même histoire. Donc, les hommes en armes sont entrés chez moi. Elles m'ont violé, mais après m'avoir violé, elles m'ont blessé, elles ont tiré sur l'appareil génital, elles ont introduit une baïonnette ou des bâtons. Et c'est vrai que pour moi, là, je réalise quand même que c'est une nouvelle pathologie dans la ville, puisque j'étais dans la région depuis plus de 10 ans. Je n'avais jamais vu des choses comme ça. Et c'est seulement pendant cette guerre que je vais me rendre compte que les femmes sont violées, et après les avoir violées, elles subissent des tortures, comprenant donc ces extrêmes violences sur leur appareil génital. Et là, c'est vrai, je commence à m'inquiéter qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe et que j'essaye même de comprendre de quoi il s'agit.
Vous essayez de comprendre, parce que ça dépasse quand même l'entendement, ce que vous racontez. Complètement. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Comment l'homme peut en arriver à de telles pratiques? Et c'est l'homme avec un grand H, parce que vous le dites, c'est le viol, mais c'est aussi des parties génitales qui sont massacrées, je veux dire, des pistolets dans le vagin, des bouts de bois, des objets tranchants. Qu'est-ce que ça dit du rapport au corps de la femme, de la vision du corps de la femme et à la femme? Je pense que le corps de la femme, c'est le corps qui donne, qui d'abord donne la vie, protège la vie. Le corps de la femme, le passage du vagin, c'est le passage vers la mère, vers la vie. Et donc, je crois que s'attaquer à l'appareil génital de la femme de cette façon, pour moi, ça traduisait tout simplement le refus de l'humanité, c'est le refus de la vie. Et progressivement, j'avais pu comprendre que le traumatisme qui est créé non seulement sur la victime, mais sur l'ensemble des personnes qui sont autour de cette femme qui est traumatisée de cette façon, détruisait complètement tous les tissus sociaux et donc empêchait finalement non seulement la femme, mais toute la communauté à avoir une vie normale. Vous avez aidé beaucoup de femmes, on peut dire, vous avez sauvé beaucoup de femmes avec vos équipes, Denis Mukwege. Est-ce que vous avez eu des sentiments d'échec? Parfois, souvent. Est-ce qu'on peut parler peut-être et incarner cette question avec ce qu'a vécu Vamuzila, si je prononce bien? Vamuzila, oui. Voilà son prénom, qui voulait pas quitter l'hôpital, qui finalement va devoir en sortir, qui va y revenir après avoir été à nouveau violée. Est-ce que vous avez vécu cette situation pour elle comme un échec? Effectivement, ça, c'était une situation très dure pour moi, puisque elle pressentait et je n'avais pas eu j'ai pas eu le même, je dois dire, flair de comprendre que son départ, son retour à son village pouvait être aussi grave qu'elle le pensait. Mais aussi, j'avais une justification personnelle où je disais, il y a d'autres femmes qui attendent, qui sont blessées aussi graves qu'elle. On ne peut pas la laisser à l'hôpital occuper un lit alors qu'il y a sur la liste d'attente, il y a des centaines de femmes qui attendent. Donc sur le plan éthique, sur le plan moral, je sentais que je ne pouvais pas empêcher les autres de se faire soigner par sa peur. Mais effectivement, quand elle est revenue, violée encore une fois, et là, elle revient avec une méningite, et quand on la teste positive pour le VIH, effectivement, j'avais ces sentiments d'avoir échoué dans ma mission. Et puis il y en a d'autres femmes qui clairement vous disent tout ce que vous leur avez apporté. C'est le cas aussi de Bernadette qui a fait son propre chemin aussi vers... on parlerait de résilience aujourd'hui. Est-ce que le mot vous convient? Absolument. Et je pense que c'est ces femmes comme Bernadette que dans le livre, j'en parle, je n'arrive souvent pas à comprendre comment elles arrivent à faire les cheminements qu'elles font. En passant, je dois dire, j'ai soigné aussi les hommes. Et je crois que les hommes qui ont été violés en présence de leurs épouses, en présence de leurs enfants ou de la communauté, ce sont des hommes que nous soignons avec presque 10 fois plus de moyens, mais le résultat est toujours mauvais puisque souvent, même si vous avez l'impression qu'ils vont bien, ils finissent par les suicides. Et là, la situation de Bernadette... Pour moi, je ne voyais pas comment elle pouvait encore donner un sens à sa vie. Après la destruction que son appareil génital avait eu, je trouvais que c'était très par balle en plus. Et donc, mais cette femme va m'étonner, puisque non seulement elle va résister, elle arrive quand même, elle a eu des colostomies, elle a été opérée plusieurs fois, elle guérit de sa maladie. Elle décide de devenir infirmière. Et pour devenir infirmière, elle devrait faire son bac. Elle a pris le temps d'étudier, faire le bac, devenir infirmière, faire en plus 3 ans pour devenir anesthésiste. Et à chaque fois quand je pose la question à Bernadette,
qu'est-ce que ça vous fait d'être anesthésiste? Elle me dit, je suis toujours heureuse de voir que je peux éviter à d'autres femmes de souffrir comme j'avais souffert, puisque le seul moment où je me suis sentie encore vivante, c'est quand on m'avait donné l'anesthésie. Mais je veux aider les autres femmes à ne pas souffrir comme moi. Ça, je trouve, pour moi, c'est une grandeur. Vous n'avez pas été protégé, mais vous voulez absolument protéger les autres pour qu'ils ne souffrent pas comme vous aviez souffert. Moi, je me trouve souvent très petit quand je vois des femmes de cette grandeur. Denis Mukwege, vous parlez effectivement des hommes qui sont violés eux aussi. C'est peut-être des situations un peu plus minoritaires, il y en a un peu moins que les femmes, mais c'est non moins important. Et c'est plus difficile, vous le dites, de les aider, parce que l'humiliation, souvent, semble avoir pulvériser leur masculinité, leur amour-propre, leur autorité. La question de la masculinité, elle est importante, et vous le dites, parce que le travail que vous menez aujourd'hui, il est un travail sur les femmes, pour les femmes, avec les femmes, mais il s'agit aussi d'aboutir dans votre pays, dans nos cultures, à une sorte de masculinité positive, et ça commence dès l'éducation. Et ça, c'est la deuxième partie de votre combat aussi. Absolument. Je l'ai dit dans l'introduction de mon livre, les femmes se sont battues, maintenant ça fait 100 ans qu'elles ont arraché progressivement des droits. Et là, il faut rappeler que, par exemple, les droits de vote pour les femmes françaises datent de l'après-guerre, donc après 1945, donc c'est récent. Et je pense que dans cette lutte que les femmes mènent, lorsque on peut essayer de comprendre ce qui se passe derrière ça, il y a aussi cette question de masculinité. Et la masculinité, elle est acquise. Elle est acquise. C'est nous qui apprenons nos enfants, garçons, comment un homme se comporte, par nos langages, et par les attentes que nous avons par rapport aux garçons lorsqu'on les compare à leurs filles, etc. Et donc, dans les livres, j'explique que nous devons absolument changer notre façon de voir. Si nous voulons arriver à la génération égalité, avoir une égalité femmes-hommes, il faudrait que cette éducation commence dès le berceau. Et dans le livre, je parle par exemple de ce qui se passe en Inde et en Chine. Je ne vois pas une femme qui aura fait 3-4 avortements pour avoir un garçon. Lorsque ces garçons arrivent, il est au piédestal. C'est un garçon qui va être traité complètement différemment de sa sœur. Et lorsque la société continue à traiter les garçons comme ça, on ne les aide pas. Je pense qu'il faut absolument quitter cette masculinité toxique et aller vers une masculinité positive qui permet à nous permettre de faire avancer cette égalité. Et tout ça, ça passe par les mots, ça passe par la parole. Déjà, il faut savoir dire les violences qu'on a subies. Ils m'ont tué. Beaucoup de femmes que vous avez rencontrées répétaient ces mots, racontaient la destruction. Et ils les ont tuées, pas simplement physiquement, mais surtout psychologiquement. Les séquelles sont énormes. Et c'est là-dessus que vous travaillez beaucoup avec vos équipes, dans votre hôpital, dans votre fondation, et ou à travers la Cité de la Joie, ce projet que vous avez monté, notamment avec la dramaturge écrivaine Ève Ensler, l'auteur des monologues du vagin, qui va vous aider à concrétiser une certaine vision aussi des survivantes dans l'hôpital. Le silence accentue, protège aussi les auteurs de viols, de ces viols collectifs. La parole, elle, libère. Ça, c'est pas nouveau, c'est pas prouvé. Et ça passe par quoi, l'importance des mots pour vous? Ça passe par des choses très simples qui consistent aussi à raconter ce qu'est le corps, ce qu'est une femme. Absolument. Et là, je partirai par le cours que je donne à la Cité de la Joie, où nous recevons 90 filles pendant 6 mois, des filles victimes de violences sexuelles, et que nous aidons à transformer la peine en pouvoir, transformer leur peine en force, lorsqu'elles quittent et devenir de véritables agents de changement dans leur communauté. Et le cours que moi je donne, c'est apprendre aux filles à connaître d'abord leur corps, ça c'est très important, connaître son corps,
savoir aimer son corps. Et quand vous posez la question aux filles par rapport à leur vagin, beaucoup ont l'impression que toute leur souffrance vient de là. Et elles ont l'impression que tout ce qu'elles ont subi, les viols, l'exclusion sociale, les rejets communautaires, vient du fait qu'elles ont un vagin. Et nous travaillons beaucoup pour leur montrer que le vagin, ce n'est pas un organe qui appelle la malédiction. Au contraire, c'est l'organe qui donne la vie. Il faut l'aimer, il faut le soigner. Et je suis toujours impressionné de voir que les filles qui ne voulaient pas même regarder leur vagin, en quittant la Cité de la Joie, elles sont contentes de savoir leur corps et aimer leur corps. Denis Mukwege, vous insistez beaucoup dans ce livre, et je laisse les auditeurs le lire et apprendre mieux de cette approche holistique que vous avez développée sur la double prise en charge nécessaire, physique et psychique, avec pas simplement des médecins, mais aussi des sociologues, des juristes, des économistes. Vous travaillez en groupe pour que les choses changent. Un mot pour terminer de la question de la justice. Pour que justice soit rendue, c'est le titre d'un des chapitres de ce livre. On le voit en ce moment, 34 ans après sa mort, le procès de l'assassinat de l'ancien président du Burkina Faso, Thomas Sankara, va s'ouvrir, comme quoi peut-être qu'il n'est jamais trop tard. Vous avez-vous l'espoir que les bourreaux de ces femmes seront un jour jugés? Vous dites l'impunité, c'est un deuxième viol. Absolument. Je crois que ça représente une torture supplémentaire, l'impunité pour les femmes, puisque lorsque nous les soignons, elles ne viennent pas pour demander justice à l'hôpital. Mais c'est lorsqu'elles se portent bien qu'elles veulent quand même savoir pourquoi c'est moi. Elles veulent savoir pourquoi celui qui a commis des atrocités sur mon corps, pourquoi il est en liberté. Et je crois que le fait de les laisser en liberté, et que parfois ces bourreaux se permettent même de se moquer de ces femmes, c'est une torture supplémentaire pour ces femmes. Et ces crimes de caractère sexuel, aujourd'hui, dans le droit international, ce sont des crimes qui sont imprescriptibles. Et nous croyons absolument que ces crimes, un jour, seront jugés. Plus tôt ça sera fait, mieux ça sera, puisque ça évitera la répétition de ces crimes pour ces victimes de violences sexuelles. Ouais, c'est pourquoi vous appelez Denis Mukwege les Nations Unies à enquêter sur ces violences et à établir un tribunal pénal international pour la RDC, avec cette idée d'un devoir de justice et de vérité, que la vérité soit faite. Merci mille fois à vous d'avoir été avec nous. La force des femmes, Denis Mukwege, votre livre qui paraît chez Gallimard, qui a été traduit de l'anglais par Marie Chuvin et Laetitia Deveau, vient donc de paraître. Merci monsieur d'être venu nous en parler. Merci madame. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table pour cette semaine, à Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Henri Leblanc et Oriane Delacroix pour La Grande Table Culture, avec l'aide précieuse de Marie Fraboulet et de Hosanna Chauvin. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Maïwen Le Jehan. Très bel après-midi à tous sur France Culture.